Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, assistons-nous à une longue série meurtrière à Dakar. En tout cas, le dernier meurtre d'hier soir à Pikine rue 10 a choqué tout le pays. Une jeune dame en état de grossesse a été égorgée dans un multiservice où elle gagnait sa vie. L'horreur qui plonge tout le monde dans la psychose sur l'insécurité sans fin. Le reportage de Boudal Ndiaye qui est retourné sur les lieux du crime. Loi de finances rectificative, le budget du Sénégal passe de 5 199 milliards à 5 556 milliards pour ce qui est de la subvention sur l'énergie. 150 milliards de plus y ont été ajoutés. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, qui explique la doublure de ce montant, l'explique par la hausse du prix du baril du pétrole. Vous l'entendrez dans cette édition. 3 ans de salaire, c'est ce que réclame le journaliste Bamba Kassé à l'APS. Le secrétaire général du SYNPICS subit depuis 27 mois une rétention de salaire de la part de son employeur. Un dossier sur la table du juge qui va arbitrer. L'homme qui ne tolère pas l'injustice s'était d'abord formé en droit avant le journalisme. Son portrait à suivre dans ce journal. Et puis, 5e revue du programme appuyé par le FMI. L'institution financière mondiale était à Dakar du 5 au 17 mai dernier. La rationalisation des dépenses, les marchés de gré à gré. Le FMI a fait des recommandations sur les politiques économiques. Dans l'article de la semaine ce soir, Elhaj Malik Sissé s'est entretenu avec Mamadou Sarr, directeur de publication de toutinfo.net, à suivre en fin d'édition. Bienvenue à tous. L'Assemblée nationale a voté, a adopté plutôt à l'unanimité et sans débat la loi de finances rectificative. Ainsi, le budget du Sénégal est passé de 5 199 milliards à 5 556 milliards de francs CFA. Les précisions du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, au micro de Boubacar Dieng et Séléman Diallo. Le budget donc a été fortement revu, d'abord à la hausse, qui passe effectivement de 5 199 milliards dans le cadre de la loi de finances initiale à aujourd'hui 5 556 milliards 700 millions de francs CFA. L'augmentation est énorme, bien évidemment, en dehors des efforts de recettes donc, que nous avons eu à faire pour près de 67 milliards, malgré donc, la rénonciation de beaucoup de droits de douane sur des produits que j'ai rappelés, notamment donc, sur le blé, sur le sucre, sur l'huile et sur le riz. Bien évidemment, nous avons non seulement maintenu ces projections de recettes, mais aussi on les a augmentées de 67 milliards. L'autre élément, c'est le réaménagement. Dès que vous avez un budget et qu'il y a des dépenses nouvelles, ce qui vous vient à l'esprit d'abord, c'est de voir quels sont les réaménagements possibles dans le cadre du budget qui vous est soumis. Le troisième élément, naturellement, donc, c'est le déficit où nous avons travaillé avec nos partenaires, notamment le Fonds monétaire et la Banque mondiale, qui ont consenti avec nous, compte tenu quand même de la situation que nous vivons, bien évidemment, donc, de davantage creuser le déficit qui est passé donc, de 4,8% effectivement donc à 6,23%. Également, la subvention sur l'énergie, subvention de 150 milliards de francs CFA a bénéficié également de 150 milliards de plus. Toutefois, cela pourrait ne pas suffire, selon le ministre des Finances et du Budget, qui craint une nouvelle hausse du baril du pétrole. Abdoulaye Daouda Diallo, que je vous propose d'écouter. Quand on parle de l'énergie, c'est l'électricité, je reviendrai, mais aussi ce sont donc les carburants, c'est-à-dire le super et le gasoil, et bien sûr le gaz butane, donc tous ces produits qui sont fortement subventionnés. Au départ, il s'agissait d'une subvention de 150 milliards, sur laquelle subvention nous avons ajouté 150 autres milliards qui devra faire 300 milliards. Mais je tiens malheureusement à rappeler que cette subvention ne suffira pas. Et si les prix restent en l'état, effectivement, au-delà en tout cas de 100 $, il y a fort à parier, bien évidemment, que la subvention devra osciller quand même les 500 milliards de francs CFA. Ce qui naturellement est intenable parce qu'elle devrait représenter cette subvention presque le 6e effectivement donc du budget hors bien sûr salaire et services de la dette. Ce qui fait qu'on n'aura pas d'autre choix effectivement que de réfléchir ensemble pour voir quels sont les réajustements possibles à ce niveau.
Et justement, le vote de la loi de finances rectificative est la première séance après le décès de la secrétaire générale de l'Assemblée nationale. Et pourtant, Marie-Joséphine Diallo fait partie de ceux qui ont préparé cette séance. Sa mort est une terrible nouvelle pour ses collègues députés et pour le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Boubacar Dieng revient sur cette ambiance de deuil à l'hémicycle. Reportage. Députés de l'opposition et de la majorité présidentielle, tous en communion 1 heure avant le début de la séance. Une ambiance qui ne dure pas longtemps. D'habitude, le président de l'Assemblée nationale est accueilli sous des acclamations, mais aujourd'hui, les cœurs sont lourds, les mots sortent difficilement. Comme vous le savez, nous avons perdu notre sœur, notre amie, Marie-Joséphine. Elle a été malade quelques semaines. Elle a soutenu dans le silence et la dignité sa maladie. Un problème de rein et un problème de cœur. Lundi, elle est venue à la conférence des présidents avec moi et son adjoint, Bagné Sissé, ici présent. Tous les députés non inscrits de l'opposition parlementaire ou de la majorité parlementaire ont ressenti chacun dans son cœur cette misère morale lorsque vous avez appris qu'elle avait rendu l'âme à 22 heures chez elle. Je vous assure que j'ai eu le cœur gros. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé les yeux jusqu'à 8 heures du matin. Donc j'en ai profité, j'ai pris mon chapelet pour Nyanol jusqu'au matin. C'est dans cette ambiance de deuil que le projet de loi portant loi de finances rectificative a été voté à l'unanimité sans débat. Sont ceux qui sont contre l'adoption de l'article 2. Quels sont ceux qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. Et le calendrier de nos prochains travaux, s'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. La séance est levée. Et vraiment, je vous demande demain de bien voter à la cérémonie d'hommage à notre sœur qui nous a quittés. Merci. Dans l'actualité économique, le Sénégal, ou plutôt le groupe de la Banque mondiale Sénégal et le gouvernement ont procédé au lancement du livre intitulé Sénégal numérique et croissance inclusive, un ouvrage qui explore des pistes de solutions pour une utilisation plus intensive du numérique, surtout pour les petites et moyennes entreprises, en vue d'accroître leur productivité et créer plus d'emplois de qualité. Le reportage signé Ami Diouf. Le projet prend forme grâce au financement de la Banque mondiale, une enveloppe de 125 millions de dollars. D'appuyer les entreprises pour pouvoir financer l'adoption des technologies, donc typiquement de l'assistance technique, pour pouvoir accéder à des technologies plus innovantes, qu'il s'agisse de leurs fonctions business générales, qui ont été décrites dans la présentation, ou alors de technologies sectorielles, on peut penser à l'agriculture, à différentes filières industrielles, etc. Un ouvrage dont l'objectif est de faciliter l'accès des jeunes et femmes aux technologies innovantes. Les PME, petites et moyennes entreprises au Sénégal, seront privilégiées dans plusieurs filières. Tous ces appuis sont combinés et synchronisés, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui fournit un seul type d'appui, il y a différents types d'appuis. Donc il s'agit de la filière mangue, la filière fonio, qui est un superfood, qui est aussi une filière de sécurité alimentaire, si on le souhaite. Il y a la filière tourisme, il y a la filière habillement, mais aussi la filière fruits et légumes.
Pour bénéficier de ce projet, les concernés devront avoir un accord avec des institutions comme le FONGIP. Les critères sont disponibles au niveau pour l'adoption des technologies au niveau de la DEPME, pour l'accès au financement au niveau du FONGIP et pour l'investissement en fonds propres au niveau du FONSIS. Vous aurez tous les détails, mais c'est assez ouvert, en particulier pour tout ce qui est accès aux technologies. Ce projet entre dans le cadre du programme de PAP 2A pour une durée de 4 ans. ETHER, aujourd'hui nous sommes dans la phase de prédémarrage parce que nous avons reçu l'avance de la Banque mondiale. Je rappelle que le projet ETHER, son coût global, c'est 125 millions de dollars. Donc l'équipe de la task force est déjà mise en place. Donc le choix des filières pour 2022 est fait. Donc nous sommes juste en train de finaliser les derniers réglages. L'ouvrage est une réflexion qui contribuera à aider particulièrement les femmes et les jeunes à accéder à un travail décent et donc réduire leur exposition à la pauvreté. Relever les défis de la transformation numérique, son principal objectif. Et une dizaine de femmes rurales de la région de Matam a été formée gratuitement à l'ingénierie solaire pendant 5 mois dans le cadre du programme d'électrification des zones rurales. Cette formation à l'installation et à l'entretien de dispositifs solaires va permettre l'accès de ces populations aux énergies propres. La session a eu lieu à Toubab Diala, au Babacar Sek pour le compte rendu. Elles viennent du village de Wenduboki dans la région de Matam. Ces femmes sont venues à Toubab Dialaw pour se former dans l'énergie solaire. Les compétences qu'elles ont acquises durant 5 mois vont considérablement améliorer leurs conditions de vie. Cette formation va renforcer nos connaissances. Beaucoup de choses vont changer au village. Nous vivons dans l'obscurité totale. On n'est pas à l'abri de morsures de serpents ou de scorpions. Maintenant, avec l'énergie solaire, on va pouvoir éclairer nos maisons, charger nos téléphones et les enfants vont pouvoir étudier. Nous allons partager nos connaissances avec les villages environnants. L'Agence nationale pour les énergies renouvelables, partenaire de ce projet de Barefoot, participe à l'identification des zones prioritaires à électrifier. Ces femmes viennent de Ranérou. Elles ont été sélectionnées parce que c'est une zone qui se retrouve dans le besoin qui n'a pas d'électrification conventionnelle et qui n'a pas non plus d'électrification solaire répandue dans la zone. Donc c'est une zone identifiée comme prioritaire par les agences de l'État comme l'ANER avec laquelle nous travaillons pour justement l'identification de ces zones et laser. Donc ce sont des zones prioritaires, c'est comme ça qu'elles ont été sélectionnées, avec le soutien des autorités administratives municipales dans la région qui n'ont ménagé aucun effort également pour que les conditions soient réunies pour que ces femmes puissent participer à la formation qui vient de prendre fin aujourd'hui. Soutenue par DPWOD dans le cadre de sa politique de développement durable, cette deuxième cohorte de moments solaires va pouvoir illuminer les villages du Sénégal. Parlons infrastructure routière. À présent, l'axe Bambey-Baba Garage, Toubatoul-Fass-Boye sera entièrement réhabilité, financé à hauteur de 28 milliards de francs CFA. Le ministre des Transports terrestres et du désenclavement a procédé à la pose de la première pierre, un axe visant à promouvoir le développement de la zone, de cette zone centre, oui, et de désenclaver les localités. Gorandaklo pour plus de précisions. Financé à hauteur de 28 milliards de francs CFA, l'axe Bambey, Baba Garage, Toubatoul, Pekes sera entièrement bitumé. Si l'on en croit le ministre des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye annonce que ce projet vise à favoriser le développement économique de la région du centre. Chère population des régions de Thiès et de Diourbel, je sais que vous attendiez depuis très longtemps le bitumage des axes routiers Bambey Baba Garage, Kër Sambakan Toubatoul et Baba Garage Mékhé Fass-Boye. Mes oreilles bourdonnent encore des plaidoyers soutenus par les honorables députés lors de mes passages à l'Assemblée nationale.
Mansour Faye d'ajouter que l'État du Sénégal entend renforcer la politique d'infrastructure routière. Les routes Bambey, Baba Garage, Kersambakan, Toubatou et Baba Garage, Mekhe, Fasboy auront un impact économique de premier plan en permettant la liaison des principaux axes structurants que sont la nationale 1, la nationale 1, la nationale 3, la nationale 7 entre elles, mais aussi la jonction avec les autoroutes Ila, Touba et Dakar, Tiawan, Saint. Ainsi, le maire de Baba Garage magnifie l'engagement du gouvernement qui entend soulager la souffrance des populations. Nous avons longtemps souffert avec cette route finalement dénommée l'axe du mal. Nous avions pensé que Baba Garage et ses environs ne font pas partie du pays. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le président de la République a entendu nos prières et nous lui disons merci. 103 km à bitumer, l'axe Bambey-Baba Garage Toubatoul sera entièrement réhabilité dans un court délai d'exécution. Et la région de Saint-Louis va bénéficier de 3 ports dans le cadre du projet de navigabilité de l'OMVS, dont coût global de plus de 300 milliards de francs CFA. Ce projet vise entre autres le développement du transport fluvial au niveau des États membres de l'OMVS. Momar Alisnian, reportage. La navigabilité sur le fleuve Sénégal est une préoccupation majeure de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, qui en a fait le 3e pilier de son programme, après l'énergie et l'agriculture. C'est à ce titre d'ailleurs que l'organisation sous-régionale a réuni à Saint-Louis plusieurs experts et différentes autorités des États membres pour exposer ce projet. Cette réunion de Saint-Louis est une étape importante dans la dynamique de réalisation du projet. Parce que pour que ce projet se réalise, il faut une bonne information. Il faut surtout que les populations qui en sont les premières bénéficiaires soient conscientes des enjeux. Je crois qu'elles le sont. Mais que nous venions à elles, à travers leurs élus, à travers les représentants des administrations, pour davantage d'explications sur ce qui n'est pas compris, pour un engagement, j'allais dire, total. Parce que sans cet engagement, ce projet ne verra pas le jour, parce que c'est un projet complexe. Ce projet, très attendu par les populations, va, selon ces experts, contribuer au développement, surtout de la ville de Saint-Louis. Plus de la moitié du financement total du projet est dédié à des activités qui se dérouleront à Saint-Louis. C'est pour nous un véritable motif de satisfaction parce que c'est un levier de développement pour la ville de Saint-Louis, pour les communautés voisines de Saint-Louis, pas que Saint-Louis. Mais je vais mal le répéter, c'est un projet sur 3 pieds. Le premier pied, c'est Saint-Louis, son port. Ses ports, j'allais dire, parce qu'il y a le port commercial, mais il y a le port de pêche, il y a également le port de plaisance. Au finish, le projet de navigabilité du fleuve Sénégal devra restaurer la vocation du transport fluvial, mais aussi valoriser les ressources des différents États membres. Et je vous le disais tantôt, à Pikine, rue 10, 24 heures après le meurtre de Kiné-Gaï, c'est la tristesse et la consternation. Les habitants de ce quartier, visiblement toujours sous le choc après le meurtre lâche de cette dame, gérante d'une agence multiservice, réclament justice pour cet acte odieux, mais aussi le retour de la peine de mort. Boudal Ndiaye est retourné sur les lieux du crime. Reportage. Un acte ignoble, c'est le mot qui revient sur toutes les lèvres. Kiné-Gaï a été tué à Pikine vers les coups de 20 heures. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit que j'ai envoyé mon fils tout à l'heure au multiservice pour faire une opération. Malheureusement, il a trouvé du sang et la dame sur le sang. J'ai dit, ah non, ça c'est pas possible, allons-y voir. Je suis allé voir, alors j'ai trouvé les lumières allumées, j'ai trouvé les portes ouvertes. Et pour accéder à la dame, il faut ouvrir 3 portes. J'ai trouvé toutes les portes ouvertes. Alors je me suis signalé, j'ai dit assalamu alaikum à 2 reprises, personne n'a réagi. J'ai demandé, il n'y a personne à l'intérieur, personne n'a réagi. Alors c'est là où je suis avancé et j'ai jeté un coup d'œil sur le guichet et j'ai vu du sang. Juste du sang, hein, moi. Quand j'ai vu du sang,
Le papa du gosse, lui, a jeté le coup d'œil et il m'a dit « Oh, malheureusement, elle est morte. » J'ai dit « Ah bon ?» Il m'a dit « Oui, elle est morte. » Alors c'est là où je suis revenu. Et mon premier réflexe, c'était quoi? C'était d'appeler la police. Et au niveau de la police, j'ai appelé 2 fois. Dans un premier temps, je les ai appelés. Une seconde fois, j'ai insisté pour leur dire qu'il y a une dame qui est morte à l'intérieur. Alors ils ont dit non, on arrive tout de suite. Après la police, j'ai appelé les sapeurs-pompiers qui m'ont demandé est-ce que la police est présente. J'ai dit non, pas encore. Ils m'ont dit on vient tout de suite. Dans ce populeux quartier de la banlieue dakaroise, les habitants sont encore sous le choc. Non seulement nous attendons, mais nous exigeons que les bandits soient pris le plus rapidement possible. D'ailleurs, on va organiser un sitting le mercredi à partir de 16h. D'ailleurs, nous invitons toutes les populations, nous invitons la presse. Mercredi à 16h, nous allons faire un sitting ici pour parler de l'insécurité, mais aussi pour parler de cette place publique qui nous amène vraiment beaucoup d'insécurité. Kinegay, la trentaine, gérante de multiservices à la rue 10, serait attaquée dans sa boutique. Oui. La personne de Kinegay, je ne la connais pas très bien parce qu'elle n'habite pas ici. C'est juste son lieu de travail, hein? Mais c'est une jeune fille joviale, très gentille. Moi, chaque fois que je rentre, elle m'appelle « Papa, qu'est-ce que tu veux ?» Je fais mon opération et je sors. Donc, vraiment, elle n'a pas affaire avec les gens. Ici, elle n'a pas affaire avec les gens. Effectivement, elle ne peut pas avoir affaire avec ces gens. C'est un lieu de travail. Elle vient pour travailler. Elle rentre, elle ferme. À la descente, elle descend et elle rentre. Donc, vraiment, moi, personnellement, je la connais très gentille et très respectueuse. Cette meurtre de Kinegay remet au goût du jour la question des agressions dans la banlieue dakaroise. Dans la rubrique Portrait ce soir, en voulant défendre ses collègues affectés de manière illégale, selon ses termes, Bamba Kassé s'est vu privé de salaire pendant 3 ans à l'APS, l'agence de presse sénégalaise. Un dossier sur la table du juge qui va trancher. Le secrétaire général du SYNPICS se dit confiant quant à la suite de cette affaire. Bamba Kassé, c'est un homme qui ne supporte pas l'injustice, ce qui l'a motivé d'ailleurs à se former en droit avant de se concentrer sur le journalisme. Abdourahmane Li a réalisé son portrait. Bamba Kassé et le syndicalisme, c'est une très longue histoire. Le secrétaire général du SYNPICS faisait partie des étudiants qui ont battu le pavé en 1999 pour apporter leur soutien à un jeune amérindien condamné à mort aux États-Unis. Il s'est d'abord formé en droit avant de se concentrer sur le journalisme. Son ambition était de devenir juge pour réparer des injustices. C'est-à-dire arbitrer un conflit entre 2 êtres sociaux, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Donc j'ai fait du droit. En 2e année, j'ai fait en même temps le concours du CESTI. Et j'avoue que même quand j'étais au CESTI, je suis resté inscrit à la fac pendant quelques mois avant de me rendre compte que ce n'était pas possible. Le droit lui donne implicitement la possibilité d'être journaliste. Voulant ressembler à ses idoles d'alors, Bamba Kassé fait partie des diplômés de la 32e promotion du CESTI, surtout grâce au soutien de sa défunte mère. Ma mère le citait tout un exemple. C'est là, il a fait du droit aussi, hein, un peu, bon, pas un peu, lui il est allé jusqu'au bout avant de faire du journalisme. Voilà, je pense que c'est ce qui m'a inspiré, ce qui m'a poussé à dire, bon, écoute, je vais faire du journalisme. L'autre personne aussi s'appelle Silla, elle ne le sait pas, mais elle m'a inspiré, elle s'appelle Major Silla, cette personne. Je le voyais animé à l'époque d'une émission à la RTS et j'aimais son niveau d'analyse. Bamba Kassé a cherché à se parfaire dès sa première année de formation. Cependant, la lettre de recommandation de stage lui est refusée par le directeur du CESTI de l'époque, qui l'aurait remarqué parmi les grévistes. Mais sa détermination est inébranlable. Nous, on a fait un stage en faisant du forcing. On y est allé personnellement. C'est l'occasion de M. Mamadou Kassé, qui était à l'époque rédacteur en chef, mais M. Fall, surtout, qui était le coordonnateur, le directeur des rédactions, qui nous a acceptés, qui disait, bah, écoutez, bon, si vous voulez mettre la main à la pâte, venez. Donc, on a fait ça. On a fait un stage d'1 mois. Et puis, à la fin du stage, on est resté chez nous.
Ils nous ont appelés pour nous dire, mais pourquoi vous ne venez pas? Bon, on leur a dit que le stage est fini. Ils ont dit, non, on a besoin de vous, on a besoin de bras. À l'APS, où il exerce le métier actuellement, Bamba Kassé a été privé de 3 ans de salaire. Le journaliste s'arrête sur les faits. Au début de cette affaire, ce n'était pas moi. C'était 2 de mes camarades qui subissaient une injustice de la part de leur directeur général. Mon obligation en tant que syndicaliste, en tant que secrétaire général du syndicat, c'est d'être à leur côté. On a voulu les affecter de façon illégale du point de vue de la procédure. Elles ont posé un refus sur la forme, pas sur le fond. Et finalement, on les a licenciés. Et moi, c'est parce que j'étais à côté d'elles et finalement, l'avocat de l'APS a conseillé à l'APS pas de me licencier, mais de me suspendre. Une suspension qui atterrit sur la table du juge censé trancher dans 2 mois. En attendant, le secrétaire général du SYNPICS poursuit son combat pour une amélioration des conditions de travail des journalistes au Sénégal, un combat qui a mené à l'application du Code de la presse et de la convention collective selon Bamba Kassé. Sur ce dernier aspect justement, Bamba Kassé annonce des sondages pour jauger le traitement des journalistes dans les organes de presse. Place maintenant à Fenêtre Biennale. L'héritage immatériel d'Afrique est exposé à la Biennale de Dakar. Des œuvres fruits du talent d'un artiste plasticien béninois, Eric Mededa. Dans ses performances, il utilise des chaînes pour montrer que l'esclavage fait partie certes de l'histoire du continent, mais ne doit pas constituer un blocage. Mamadou Dian et Sidignan pour le reportage. L'essence et la résilience de l'exposition off de la 14e Biennale de Dakar invite les artistes à s'exprimer sur divers thèmes à l'image de l'héritage immatériel du continent noir. Ici, nous avons Héritage, une série de 3 œuvres qui nous parlent de cet héritage immatériel que nous avons rangé dans le placard, au détriment de l'héritage matériel qui divise les peuples. Un retour à la source est primordial pour l'Afrique si elle veut se révéler aux yeux de l'artiste béninois. Nous n'avons aucun autre choix que d'aller encore à la source, nous réapproprier de cette histoire qui est laissée, de cet héritage immatériel qui est laissé pour compte, parce que c'est notre vraie histoire qui nous permet de nous révéler. L'Afrique doit s'approprier son histoire pour mieux se révéler. C'est tout le sens du message décrypté sur les œuvres de cet artiste plasticien. Quand je parle ici par exemple de Voyage, cette œuvre qui est Voyage, la couleur que vous avez c'est la latérite que j'utilise, la terre de l'Afrique, la terre rouge, qui pour Eric Mededa est aussi une source de notre histoire. On nous dira dans la Bible que tu es poussière, tu redeviendras poussière. Alors, si sur notre terre, nous approprions la vraie histoire, nous saurons mieux nous révéler. Cette œuvre, c'est Yahweh. Le titre est purement en fond une langue du Bénin qui veut dire esprit. Eric Mededa, en tant qu'artiste, imagine tout ce qui se passe de l'autre côté et laisse à travers ses œuvres une éducation. Pour parler de l'héritage immatériel de l'Afrique, Eric Mededa cherche à faire des performances. J'ai utilisé les chaînes pour parler un peu de toute cette histoire de l'esclavage qui nous ronge. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, au XXIe siècle, l'Afrique doit encore se camper sur l'histoire de l'esclavage? Ça fait partie des nôtres, c'est notre histoire. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'évoluer. Nous devons pouvoir prendre conscience de cette histoire, de cet esclavage, tout ce que ces chaînes nous révèlent et développer notre Afrique. La Biennale, une aubaine pour les artistes mais aussi pour l'Afrique, afin de se hisser au sommet des arts. Personnellement, c'est la 2e fois que je viens sur la Biennale de Dakar. Je pourrais dire que c'est une très grande opportunité. Cela permet à l'Afrique de se positionner au standard international. Nous n'avons pas d'autre choix. On peut rester divergent sur certains points, mais nous avons l'obligation
de forger, comme le dit le thème de la Biennale, de la 14e édition, de forger pour que l'Afrique se révèle. Ces œuvres parlent de l'héritage immatériel de l'Afrique. Pour se révéler, il est primordial pour l'artiste plasticien de se connaître soi-même. Et puis, fin de la mission du FMI à Dakar. C'était du 5 au 17 mai. Des recommandations n'ont pas manqué à l'occasion de la 5e revue du programme appuyé par l'instrument de coordination de la politique économique. On peut en citer les marchés de gré à gré, la subvention de l'énergie, entre autres. Et Laj Malik Sissé s'est entretenu avec Mamadou Sarr, le directeur de publication de toutinfo.net, pour article de la semaine. Une équipe du Fonds monétaire international dirigée par Edouard Gemaël a mené des discussions du 5 au 17 mai à Dakar. Beaucoup de recommandations notées lors de la 5e revue du programme appuyé par l'instrument de coordination de la politique économique. Des recommandations auxquelles le gouvernement doit donner des réponses concrètes, c'est-à-dire le gouvernement doit les matérialiser. Il s'agit entre autres de l'arrêt de la subvention sur l'énergie, bon, aussi l'élargissement aussi de l'assiette fiscale. Il y a aussi les subventions de l'FMI à saluer. Par contre, le cash transfert de 43 milliards que l'État a accordé aux ménages. Mais ce que je retiens le plus, c'est un peu les recommandations faites par rapport au code des marchés. Justement, le FMI rappelle le Sénégal à l'ordre concernant les marchés de gré à gré. Le Fonds monétaire international souligne alors l'importance de limiter cette pratique pour garantir un meilleur rapport qualité-prix dans les dépenses publiques. Et sur le plan structurel, sur les 8 repères, les 4 ont été satisfaits. La mission d'évaluation des FMI a constaté, c'est que les marchés de gré à gré ont tendance à augmenter, c'est un constat, et que ces marchés de gré à gré crèvent le budget de l'État parce qu'il faut mobiliser énormément de milliards pour payer les fournisseurs de ces marchés. Et par rapport à ce type de marché, souvent la qualité, l'efficacité des exécutants ou des fournisseurs de marché pose souvent problème. Et donc c'est des marchés aussi corruptogènes. Donc, qui connaît le FMI et la Banque mondiale lutte beaucoup contre ce fléau de la corruption. La mission du FMI a insisté par ailleurs sur le taux de croissance projeté à 5%. Une économie résiliente, selon le directeur de publication du site toutinfo.net. Tout de même, le FMI reconnaît que nous avons une économie résiliente qui va même connaître une croissance cette année, en 2022, une croissance de l'ordre de 5%, ce qui n'est pas rien, même si on s'attendait à 5,5%. Donc tout ceci montre que quand même on a une économie solide et que les réformes prises par le gouvernement ou bien les initiatives pour relancer l'économie, notamment à travers le PAP 2A accéléré mise en place par Amadou Hott et a porté ses fruits, même si aussi c'est une croissance, comme on le dit toujours, extravertie, parce que c'est une croissance, c'est une richesse produite par des entreprises étrangères établies au Sénégal. Et donc, comme toujours c'est le cas, ces entreprises, quand ils réalisent des bénéfices, ils l'exportent dans leur pays d'origine et que donc à la fin, c'est une croissance qui ne crée pas d'emploi pour les jeunes Sénégalais. Et qu'en est-il de la subvention à l'énergie? Le FMI attend du Sénégal une feuille de route crédible pour l'élimination de la subvention à l'énergie. Comme quoi, la stratégie des recettes à moyen terme devrait être mise en œuvre de manière plus résolue pour stimuler la mobilisation des recettes intérieures. L'énergie est, si je peux l'appeler un denrée, un produit, une marchandise qui est régie par les normes de l'OMC. Donc, les bailleurs de fonds, les grands groupes nationaux, internationaux, en tout cas tout ce qui évolue au niveau du commerce international, ont un œil sur ça. Donc, si vous
La subvention sur l'énergie, d'après le FMI, ça crève déjà le budget de l'État parce que c'est de l'argent, c'est des montants, des milliards qui pouvaient aller peut-être dans les secteurs sociaux. Parce que aussi ça, le FMI l'a dit dans ses recommandations. Donc au lieu de subventionner l'énergie peut-être pour une catégorie de citoyens, c'est-à-dire les urbains plus, parce que aussi l'énergie c'est plus dans les villes que dans les villages. Aujourd'hui, dans beaucoup de villages, ils n'ont pas d'électricité. Donc si vous subventionnez l'énergie, vous subventionnez peut-être un cadre supérieur ou un homme d'affaires qui a les moyens de payer ses factures d'électricité. Au même moment, le secteur de la santé est négligé, le secteur de l'éducation est négligé, ou les secteurs des infrastructures de base, comme des ponts pour permettre à certains villageois de se déplacer d'un bord à l'autre, etc., quoi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.